Bienvenue. Vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Daro Miraya, dans la commune de Mbadakhoune, il est 12h00. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce vendredi 18 octobre 2024. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Les populations de Mbadakhoune sont confrontées à un problème d'approvisionnement en eau. La commune n'est plus ravitaillée correctement en eau potable. Difficulté des routes. Devant cette situation alarmante, priorité est donnée aux besoins les plus urgents. Après Bakel et Matam, la région de Saint-Louis vit à son tour les affres de la crue exceptionnelle du fleuve Sénégal. La situation est devenue intenable à Djilakhar. Escroquerie des personnes en leur faisant croire qu'elles ont gagné suite à un jeu pour ensuite leur soutirer des sommes d'argent. Une pratique aujourd'hui délaissée par les arnaqueurs, une nouvelle méthode expérimentée. Kenyan, le vice-président Rigati Kashaga a été destitué hier jeudi à l'issue d'une procédure inédite, point culminant de plusieurs mois de conflit entre le président de la République et son adjoint. Et puis sport, dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques Dakar 2026, le président du CIO, Thomas Bach, en visite au Sénégal, s'est dit confiant et satisfait du travail. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute de développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour, Seydi Haj Libas Mbaye assure les opérations techniques. Mbadakhoune, une pénurie d'eau affecte les populations. L'eau ne coule plus des robinets depuis quelques jours dans cette commune où le manque d'eau demeure un casse-tête pour la population. Les femmes se réveillent à 4h du matin pour trouver le liquide précieux. Bassirou Samb au micro de Chartian Diagne. La situation actuelle que vive la population de Mbadakhoune est très dure parce qu'il nous faut, les femmes qui sont dans les maisons, il leur faut de se réveiller à 4h ou bien 3h du matin pour pouvoir avoir de l'eau. Même à l'heure actuelle, tu peux se réveiller à 4h du matin ou à 3h du matin de ne pas avoir de l'eau. Ce qui est vraiment inadmissible. Une situation qui est désolante vraiment que la population de Taïba est en train de vivre. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes ici face à vous pour lancer un appel aux autorités compétentes de nous aider de pouvoir sortir de cette situation. Alors pour les factures, bon, comme l'a dit le chef du village et le porte-parole des femmes, nous tous on l'a senti. Les factures, tu ne vois pas de l'eau et tu payes des factures qui dépassent 5 000 francs. Des fois tu vois des factures 12 500, 8 000, 7 000, 19 000, 13 000 et tu ne vois pas d'eau. Donc on ne sait pas vraiment ça c'est quel genre de travail. Parce qu'au moins si tu nous donnes de l'eau, à la fin du mois, si tu nous donnes une facture, on peut comprendre. Mais tu nous donnes des factures qui sont ingérables parce que la vie est trop chère et on ne voit pas d'eau. Vous refusez de payer les factures? Bon, actuellement, on a discuté entre nous et on a décidé de ne pas payer les factures. Jusqu'à ce qu'on voit, les femmes puissent avoir de l'eau convenablement au niveau des robinets qui sont à l'intérieur de leur maison. Selon toujours Bassirou Samb de Médina Niolanem, les femmes à bord de charrettes se rendent chaque jour à Kaolakou Taïba. Un appel a été lancé à l'endroit de l'État central afin qu'une solution urgente soit trouvée. Actuellement, pour avoir de l'eau ici, c'est très difficile. Soit les gens se déplacent ici par des charrettes. Relier Kaolack et Taïba, ça fait presque 3 à 4 km. Et pour le faire, c'est pas avec pied, mais tu vas louer une charrette. La charrette, des fois, on te demande 4 000, 3 000 et jusqu'à 5 000 francs. Donc, imaginez-vous, 3 bidons d'eau ou bien 5 bidons, tu payes 5 000 pour transport. Si chaque jour tu fais cela, est-ce que ça va aller? On peut revenir sur ça parce qu'on a constaté qu'il y a de cela 2 à 3 mois, les tatas ne peuvent plus traverser Tchofak pour aller jusqu'à Mbadakhoune. Tout cela, c'est à la route qui est dégradée. Donc, nous lançons un appel solennel au chef de l'État et au ministre qui est chargé de cela, de vraiment nous venir en aide. Et en plus, nous lançons l'autorité qui est plus proche de nous, qui est le maire de la commune de Mbadakhoune, vraiment de nous venir en aide parce que nous vivons des situations vraiment absurdes, des situations très 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 difficiles. Et en plus, on a des problèmes d'électrification rurale. Ici, presque, si tu rentres 10 mètres à 20 mètres derrière les maisons, c'est la crépuscule totale. Donc, nous
nous vivons dans de l'insécurité totale. Donc nous lançons un appel aussi aux autorités de nous venir en aide parce que c'est vraiment difficile. Nos enfants sont en danger et les femmes aussi. Vous savez, les Sénégalais, ils ont l'habitude, quand ils veulent diriger, ils vous côtoient. Ils sont toujours à côté de vous, ils sont toujours présents. Mais dès qu'ils sont élus, bon, ils ne les voient plus. Mais même le maire, il sait bien que la population de Taïba vit cette situation. Parce que des fois, lui, il traverse ici la route. Même s'il ne traverse pas, il y a des conseillers qui traversent la route. Donc ils savent tous que le quartier de Taïba vit cette situation. Propos recueillis par Cheikh Ahmed Tijan Diagne. Un mois après le Gamou international de Medina Baye, la mairie de Kaolack, en collaboration avec les forces de défense et de sécurité, a procédé hier à une opération de déguerpissement sur instruction du préfet de Kaolack, Babacar Diak, responsable équipement marchand et recettes à la mairie de Kaolack avec Ngonedjaï. Voilà, c'est juste une opération qui a été initiée par le maire. Vous savez, à la veille du Maroc, on avait invité les occupants de ne pas perturber la voie publique. Bon, chose qui n'a pas été respectée. Alors le maire, comprenant exactement l'objectif de l'économie qui génère lors des Maroc, donc il a préféré laisser passer parce que ce que nous voulons, c'était juste de permettre aux riverains, c'est-à-dire que les pèlerins, d'avoir au moins la voie libre et d'effectuer leur va-et-vient. Mais malheureusement, ça n'a pas été respecté. Les gens ont occupé l'espace public. Alors le maire a invité le préfet à prendre des dispositions par rapport à ce sujet. Le préfet a imputé le dossier au commissaire de Ndorong, qui a aussi saisi la brigade d'intervention mobile et en même temps avec nos agents de la brigade de surveillance municipale. On est venu ici hier vers 19h pour sommer les occupants, leur disant exactement de se préparer parce qu'à partir de 8h jeudi matin, donc une opération sera faite pour désencombrer les lieux. Alors on l'a fait jusqu'à presque 21h, tout le monde a été informé, mais ce matin, ce qu'on a trouvé est désolant parce qu'on a trouvé les gens en train de dormir sous les tentes et fermer les tentes sans pourtant obéir. Certains sont déjà partis, mais d'autres par contre résistent. Alors on est arrivé avec nos agents et on a commencé à détruire les tentes. On peut dire qu'ils n'ont pas adhéré alors? Ils n'ont pas adhéré, certains ont déjà pris leur bagage et sont déjà partis, mais d'autres par contre résistent. Et là, vous voyez, ils ne croyaient pas que cette opération allait se faire. Effectivement, ça a été fait. Mais c'est un peu décourageant quand on trouve que des gens qui viennent d'ailleurs s'installent sur la voie publique et utilisent même les tentes commerciales pour un dortoir. Vraiment, c'est désolant. Il faut que des mesures drastiques soient prises auprès des autorités, surtout la mairie, et on va s'y mettre, Inch'Allah. Opération de déguerpissement. Babacar Diak, responsable équipement marchand et recettes de la mairie de Kaolack, réagissait au micro de Ngonedjaï. Dans le département de Médina Yoro Fula, notamment la commune de Bignarabé, les populations sont dans leurs états. Elles ont organisé une marche de protestation pour réclamer le bitumage de leur route, le manque d'électricité et l'absence de réseau téléphonique. Issa Doukouré est interrogé par Boubacar Baldé. Nous nous sommes réunis ici, comme vous pouvez le constater, avec l'ensemble de la population de Médina Yoro Fula pour fustiger ce que l'on considère comme un délaissement et un manque de considération de la part des autorités étatiques à la population du département de Médina Yoro Fula. Ce que vous voyez ici, c'est inacceptable au XXIe siècle. Nous avons une voie qui reste depuis un mois suspendue à cause d'un délaissement de la part des autorités. Et ça, je crois que l'État est garant et responsable de cette manque de considération. Nous demandons aux autorités nouvellement installée de prendre en compte les problèmes de la population de Bignarabé. Cette route, elle est tout pour nous. C'est notre économie qui est aux arrêts, nos soins qui aujourd'hui est délaissés parce que nous avons des malades qu'on ne peut pas évacuer. Tout ça à cause de l'absence de cette route. L'économie aujourd'hui, elle est morte au niveau de la commune de Bignarabé. Et il faut que les autorités prennent en considération nos maux et nos doléances. Nous souffrons ici à Bignarabé. C'est le mal de trop, c'est le mal de trop, c'est le mal de trop. Le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, il est temps de penser à la population de Médina Yoro Fula. Il est temps de prendre en considération cette population. Nous souffrons. Encore une fois, nous demandons la couverture du réseau au niveau de la commune de Bignarabé. Aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est inacceptable d'être dans une commune où vous n'avez pas de réseau téléphonique. Parce qu'aujourd'hui, tout se passe dans l'Internet. Vous n'avez pas de lycée. Nous avons 3 CM. Nos enfants souffrent au niveau de Kolda et au département de Médina Yoro Fula qui se trouvent à 65 km. Et ça, vraiment, il faut que les autorités prennent en considération nos doléances. Nous sommes aujourd'hui réunis ici parce que nous sommes des personnes pacifiques. De manière très pacifique, nous avons décidé d'organiser cette marche pour exiger aux populations, au gouvernement en place, des réponses urgentes et rapides. De façon pacifique, il y a des limites et nous les prenons en garde. S'ils ne font pas quelque chose dans les jours à venir, ce sera le pire et le chaos. Et ça, je ne voudrais pas qu'on arrive parce que nous avons aujourd'hui un gouvernement qui a été installé nouvellement, mais nous comptons beaucoup sur eux. Que cet espoir ne soit pas trahi, Monsieur le Président. Nous sommes aujourd'hui révoltés parce
Parce qu'il y a de cela 5 ans, 6 ans que nous souffrons de ce problème. Trop c'est trop, trop c'est trop. Nous demandons vraiment au président de la République de prendre en considération nos mots et aussi leur dire que l'électricité, comme vous pouvez voir les fils, il y a aujourd'hui 44 villages dans la commune de Bignarabé. Et je vous dis que 5 seulement bénéficient de l'accès à l'électricité. C'est déplorable. On nous a promis une couverture de réseau et une couverture d'électricité. Nous demandons vraiment aux nouvelles autorités de nous aider à ce que tous les 44 villages soient électrifiés. Donc c'était ça notre cri de cœur. J'espère bien que le message sera bien entendu et nous attendons. Il faudra que le gouvernement se prononce dans les jours à venir. Parce que s'il ne se prononce pas, nous allons considérer qu'ils ont délaissé la commune de Bignarabé. Et là, je vous dis qu'on va passer à la vitesse supérieure. Bignarabé, où les populations ont organisé une marche de protestation pour réclamer le bitumage de leur route. À la suite de la montée des eaux du fleuve Sénégal, le village de Djilakhar est depuis quelques jours menacé par le débordement du fleuve. Les eaux ont envahi les champs. Cheikh Tidiane Ndiaye, que je propose d'écouter. Le village de Djilakhar est depuis quelques jours menacé par le débordement du fleuve Sénégal. Donc les eaux ont commencé à envahir les champs et endommager la seule piste qui sert d'entrée et de sortie des populations. Donc nous avons d'ailleurs essayé de trouver des solutions en utilisant des sacs de sable pour arrêter l'avancée de l'eau, mais ce geste est en vain. Nous lançons solennellement un appel aux autorités locales, notamment le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre et le président de la République. Djilakhar se trouve au bord du fleuve Sénégal. Donc la seule digue de ceinture qui nous sépare du fleuve est aujourd'hui endommagée. Nous sommes dans l'insécurité et lançons un appel à nos autorités locales de bien vouloir venir en aide à cette population. Donc même nos voisins, les villages de Kharé et de Ten Kharé, sont aussi menacés en même temps que Djilakhar. Parce que Kharé, c'est un village entouré d'eau, donc c'est un presqu'île. Donc aujourd'hui, les eaux ont même envahi le terrain du football. Donc nous lançons encore une fois un appel aux autorités locales, de bien vouloir venir en aide à ces populations qui sont dans l'émoi et le désespoir. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Émettons depuis Medina Baye, immeuble Cheikh Imam Hassan Sissé, studio Ali Momara Alilo. L'info se poursuit également sur le www.radioalfayda.net. Escroquerie des personnes en leur faisant croire qu'elles ont gagné suite à un jeu pour ensuite leur soutirer des sommes d'argent. Une pratique aujourd'hui délaissée par les arnaqueurs. Le paiement de factures impayées, leur méthode actuelle avec des victimes qui perdent plusieurs millions. Fatou Sissé s'est entretenu avec Maître Adam Ndiaye. Ce n'est pas le nombre. Les dossiers d'escroquerie portant sur les transferts d'argent, il en a beaucoup plaidé, que ce soit du côté de la Sonatel ou des parties civiles, au point qu'il est difficile pour lui aujourd'hui, à ce jour, de s'y retrouver. Oh oui, tellement, il y en a beaucoup. On a déjà, je crois que depuis 2019, il arrive très rarement qu'on ne plaide pas ce genre de dossier un mercredi. Un mercredi, jour d'audience des affaires correctionnelles devant le tribunal des flagrants délits du TGI de Kaolack. Si les victimes d'escroquerie via les transferts d'argent viennent des autres localités du pays, les prévenus pour l'essentiel sont de Kaolack. Il est évident que c'est un phénomène qui est un peu national, même si les statistiques des dossiers montrent quand même une certaine circonscription de ce phénomène ici à Kaolack. Dans la plupart des cas, la piste de l'argent qui est déposée en fin de compte sur le numéro de l'arnaqueur, cette piste mène toujours, ou dans la plupart du temps, vers la région de Kaolack. C'est ce qui fait que c'est un phénomène qui est assez circonscrit un peu à Kaolack, mais c'est un phénomène vraiment national. Le but de l'arnaqueur, c'est de se faire de l'argent par le canal du transfert d'argent. Donc l'argent est transféré sur un numéro de téléphone. Et ce numéro de téléphone, lorsque ce numéro de téléphone reçoit l'argent, et c'est à partir de ce moment que l'arnaqueur récupère l'argent. Donc ce qui fait que c'est cette trace qui suit. On identifie déjà la personne au nom de qui ce numéro est identifié, et également le téléphone, la marque, l'email et tout ça du téléphone qui a supporté la puce au moment de la réception de l'argent et éventuellement de la localisation géographique de ce téléphone. Généralement, c'est une piste qui est suivie par les enquêteurs. Un peu avant 2021, une politique fortement répressive avait fini de calmer, comme qui dirait, les ardeurs des arnaqueurs. Mais revers de la médaille, le phénomène a repris dernièrement son envol. À un moment donné, le phénomène commençait à disparaître, mais on a quand même senti, on a noté quand même un certain regain. Il y avait une politique pénale assez dure du tribunal de Kaolack qui
condamnés systématiquement à 4 ans, 3 ans. Moi, j'ai eu même des mineurs qui ont été condamnés à 4 ans d'emprisonnement ferme. Mais bon, la Cour d'appel a un peu réduit les peines, ce qui a amené donc le tribunal de grande instance à réajuster ses peines et donc à retenir entre maintenant 6 mois et 2 ans. Concernant les délits d'escroquerie, Maître Adam Ndiaye, avocat à la Cour, de souligner. Pour les délits d'escroquerie, ça varie entre 2 ans, 5 ans. Bon, on a même eu des peines de 7 ans ici. Et nous restons avec Maître Adam Ndiaye qui revient sur les qualifications que le ministère public retient toujours des affaires d'escroquerie via les transferts d'argent. Nous l'écoutons toujours au micro de Ndeye Fatou Cissé. Déjà, il faut comprendre que pour ce qui est des qualifications, il y a d'abord l'escroquerie donc, qui est punie par 379 du Code pénal, qui parle donc de fausse qualité, faux nom, usage de manœuvres frauduleuses qui ont déterminé une remise de somme d'argent. L'arnaqueur, soit il fait usage de faux noms, soit il fait usage de fausse qualité et dans la plupart du temps, il se prévalent de qualité d'agent des sociétés de transfert. Donc là, on a une fausse qualité et c'est cette fausse qualité-là qui a déterminé la remise. Donc après, il y a les manœuvres frauduleuses. Maintenant, il faut comprendre également qu'en plus de l'escroquerie, il y a également d'autres infractions qui viennent s'y greffer. Déjà, avec la fausse qualité ou le faux nom, le procureur généralement poursuit également pour usurpation de fonction. Parfois, on retrouve dans les histoires d'arnaques sur des transferts d'argent que la personne parvient à s'introduire dans le système informatique de la victime en parvenant à avoir son mot de passe, de sorte à pouvoir manipuler donc son compte comme s'il était le titulaire. Et à partir de ce moment, on a ce qu'on appelle donc l'accès frauduleux dans un système informatique en vue donc de s'octroyer donc des avantages. Ces faits donc sont naturellement également prévus et punis par les dispositions de 431 du Code pénal. Il nous est arrivé, même à Dakar ou même dans d'autres régions, qu'en plus de ces infractions-là, le procureur retienne quand même le blanchiment de capitaux parce que les fonds générés par l'arnaque ont pu servir à acheter une voiture, construire une maison, ainsi de suite, à faire des dépenses qui sont quand même visibles et palpables, ce qui fait que parfois également on peut voir le procureur poursuivre également pour le délit de blanchiment de capitaux. Il y a également le délit d'association de malfaiteurs. Vous savez, le délit d'association de malfaiteurs, c'est une infraction qui est toujours collée à une autre infraction. Parce que dans la plupart des dossiers d'arnaque donc sur les transferts d'argent, c'est très rare que ce soit le fait d'une seule personne. Il y a la personne qui vous appelle, la personne qui retire l'argent, ainsi de suite. Il y a toute une panoplie donc de personnes qui interviennent et cette personne-là concourt toujours pour le même but, c'est-à-dire d'arnaquer la personne. C'est la raison pour laquelle, en plus de ces infractions-là, également, il y a très souvent le délit d'association de malfaiteurs qui est également retenu par le procureur. Maître Adam Ndiaye qui s'est entretenu avec Ndeye Fatou Cissé. Un atelier de formation du personnel de l'administration pénitentiaire au cadre juridique de protection des droits des détenus a été organisé par Amnesty Sénégal dans le cadre du programme national de renforcement des capacités Pape Diène. Il est le président Amnesty Sénégal au micro de Cheikh Tidiane Diagne. C'est un atelier que nous organisons avec la Direction générale de l'administration pénitentiaire du Sénégal et c'est le 4e du genre que nous organisons aussi dans le cadre juridique de la protection des droits des détenus. Il y a un renforcement des capacités notamment des agents. Oui, le renforcement des capacités des agents de l'administration pénitentiaire et nous profitons de cette occasion aussi tout le temps pour continuer à faire le plaidoyer sur la population carcérale et surtout pour la dotation en ressources à l'administration pénitentiaire pour qu'ils puissent continuer la réhabilitation des maisons carcérales et la construction de nouvelles prisons et autres. Oui, quand on parle des conditions de détenus, quand on parle de la réhabilitation des maisons carcérales, on parle de la surpopulation. Là, on pense à la condition des détenus. Mais nous pensons aussi que seule une réforme sérieuse de la justice, surtout l'augmentation du nombre de magistrats et du nombre des avocats, pourra quand même peut-être satisfaire de ce droit des détenus. Bon, nous savons tout ce qui se passe actuellement dans les prisons, c'est-à-dire la plupart des prisons sont là depuis l'époque coloniale et c'est la raison pour laquelle ce genre d'activité, ce genre de séminaire, ce genre d'atelier est important pour déjà renforcer la capacité des agents et aussi appeler l'État à les doter de moyens pour qu'ils puissent s'occuper de ces prisonniers-là. Le président Amnesty Sénégal, Pape Diène, qui demande une amélioration de conditions des détenus et l'augmentation du nombre de magistrats et d'avocats au Sénégal. Nous pensons tous que le nombre est loin d'être suffisant et c'est la raison pour laquelle nous demandons une augmentation des prisons, une construction de nouvelles et une réhabilitation aussi des prisons qui étaient là. Je pense que pour les résultats attendus, nous le savons tous, c'est-à-dire une meilleure prise en charge des droits des détenus, mais surtout qu'ils puissent être dans de très bonnes conditions et que ces gens-là aussi qui seront là, qui seront
formés puissent acquérir de nouvelles connaissances, surtout dans le cadre juridique et autres. Et c'est dans ces conditions qu'ils pourront plus, pour nous, faire leur travail, qui est aussi pour nous le bien-être des détenus. Je pense qu'ils sont les mieux placés pour le dire. Et je pense que nous savons tous, les prisonniers comme les gardes doivent entretenir de très bonnes relations parce qu'ils vivent au quotidien. C'est comme si ils sont tout le temps ensemble, donc c'est normal qu'ils puissent avoir de très bonnes relations. Je pense que le représentant du directeur de l'administration pénitentiaire a cité tout à l'heure quand même beaucoup d'activités et beaucoup de programmes qui sont mis en place pour la réinsertion sociale. Et quand même, c'est des activités, c'est des programmes à saluer. Et nous appelons aussi que ces types de programmes ou de ce genre puissent être multipliés à travers le pays pour que les prisonniers puissent être réinsérés après un passage carcéral. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Dans le cadre de sa tournée dans la région de Kaolack, la déléguée générale de l'ADER et un CRD spécial s'est tenu hier jeudi à la gouvernance de Kaolack, présidée par le gouverneur de la région, Mohamedou Mokhtar Wade. Un compte rendu d'Adeline Badara Diop. Un CRD spécial à la gouvernance de Kaolack consacré à la structure d'RFJ pour passer en revue les secteurs bénéficiaires par rapport au financement des jeunes et des femmes. Une cérémonie présidée par le gouverneur de la région de Kaolack, Mohamedou Mokhtar Wade. Ce matin, à l'initiative de la déléguée générale de l'ADER, nous avons tenu un CRD spécial consacré donc à la structure à laquelle elle préside. Ce fut l'occasion donc de passer en revue les secteurs bénéficiaires, de même que le nombre de bénéficiaires dans la région de Kaolack. Au total, il est ressorti de notre rencontre une enveloppe de 9,9 milliards de francs CFA injectés dans la région de Kaolack à travers ces filières porteuses de l'agriculture, mais également de la pêche et des autres secteurs également qui ont été jugés éligibles. Madame Aïda Mbodj, déléguée générale de la DER-FJ, est revenue sur l'importance capitale de cette rencontre, mais aussi la mission de la dite structure. Ça a été une rencontre très fructueuse qui nous a permis d'avoir de nouvelles orientations, mais aussi notre détermination à territorialiser les actions de l'ADER et à diffuser les opportunités qui s'offrent aux femmes pour leur autonomisation économique et aux jeunes pour leur inclusion. Je pense que nous avons retenu les enseignements de cette rencontre et nous continuons la collaboration avec les autorités étatiques, avec la collaboration des services techniques, mais aussi avec une bonne information, surtout à l'endroit des jeunes. Comme vous le savez, nous sommes dans la mise en place des antennes et justement ces antennes vont nous permettre d'asseoir cette territorialisation et de passer par ces antennes pour véritablement atteindre les bénéficiaires de l'ADER. Une rencontre qui a vu la présence des autorités administratives de la région de Kaolack, une forte délégation qui a accompagné la déléguée générale de l'ADER, Mme Aïda Mbodj, qui invite les jeunes et les femmes à l'adhésion. On se le rappelle, cette structure œuvre dans divers secteurs, l'agriculture, l'élevage, mais aussi dans le secteur du sel. Une enveloppe financière de 9,9 milliards injectée dans la région de Kaolack. Le gouverneur interpelle les secteurs concernés compte tenu de la forte demande. Mohamedou Mokhtar Wade, le chef de l'exécutif régional. Au-delà même de l'ADER, c'est un appel que j'ai lancé afin que l'ensemble des structures étatiques qui interviennent dans le cadre du crédit et du financement puissent disposer d'une base de données afin d'éviter tout ce qui est redondance et doublon. Je m'explique parce qu'il y a certains de nos compatriotes qui trouvent un malin plaisir véritablement d'évoluer d'un programme à un autre, d'une opportunité à une autre pour pouvoir bénéficier des financements de l'État. Alors qu'on sait que véritablement la demande elle est très forte, donc il faudra nécessairement que nous puissions veiller à l'efficience dans l'utilisation donc de ces ressources de l'État. Cette efficience appelle de notre part la mise en place donc de cette base de données afin que quelqu'un ne puisse pas être doublement bénéficiaire au moment où d'autres sont là en attente. Dans la région de Kaolack, comme vous le savez, la région de Kaolack a une vocation agricole. Voilà pourquoi l'agriculture a bénéficié d'une enveloppe assez consistante. Au-delà également de l'agriculture, il y a surtout la filière sel, parce qu'il faudra de la valeur ajoutée afin de permettre à ceux-là qui s'activent dans ce secteur puissent tirer bénéfice donc de tout ce qu'ils sont en train de faire. Parce que le constat qui a été fait dans notre pays, la plupart du temps, c'est que nos producteurs ne créent pas de la valeur ajoutée. Or, l'ADER est là pour aller dans ce sens-là. Et l'appel que j'ai lancé également à l'ADER, c'est d'aider dans le cadre du marketing, mais également du packaging, parce que cela compte beaucoup dans le cadre donc de la vente de ces produits-là.
À l'instant, le chef de l'exécutif régional Mohamedou Mokhtar Ouad au micro d'Aline Badara Diop, la déléguée générale de la DER, Mme Aïda Mbodj, qui, ce nouveau référentiel interviendra dans le domaine de la formation et de la formalisation au micro de Aline Badara Diop. Par rapport à la territorialisation, je pense que le nouveau référentiel nous conforte dans notre démarche. Cette démarche de mise en place des antennes, parce que comme quand vous avez entendu le ministre de l'économie dans sa conclusion parler de la DER dans les régions, de la DER dans les départements, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous mettons en place des antennes départementales et dans lesquelles antennes il y aura un bureau d'information, d'écoute et d'orientation, surtout à l'endroit des jeunes, mais aussi d'informer les jeunes des opportunités mises à leur disposition par les pouvoirs publics. Donc ça nous renforce dans notre démarche et je pense que nous allons continuer dans ce sens. D'autant plus que j'ai déjà dit qu'à terme, nous allons organiser les financements, en tout cas la dynamique d'octroi de financement à la base, en mettant en place des comités de sélection sous la direction de l'autorité, que ce soit pour le département, le préfet, mais pour la région, le gouverneur qui va tout superviser. Et ça pour intérêt de faciliter le recouvrement. Parce que comme vous le savez, dans les départements, les gens se connaissent, donc on pourra facilement avoir la traçabilité du financement et à quoi sert le financement et par conséquent mesurer l'impact de ce financement. L'éducation financière y est déjà, de par la description de la DER qui est le guichet financier principal. Nous travaillons en étroite collaboration avec 3FPT pour la formation, l'ANPEJ pour le ciblage, le profilage des jeunes et autres, l'ADPME aussi pour la formation. Nous leur donnons effectivement de quoi faire ces formations, mais aussi l'APIX pour la formalisation. Aujourd'hui, l'APIX nous a donné 10 000 unités parce qu'il y avait une campagne spéciale, mais nous avons été obligés à Kaolack de recourir à la chambre de commerce. Depuis hier, vous avez vu l'affluence. Nous collaborons avec la chambre de commerce pour payer les frais effectivement des bénéficiaires de formalisation gratuitement. Et hier, je suis passé là-bas et je leur ai dit que c'est pour un temps bien déterminé parce que le Sénégalais a l'habitude de ne jamais respecter les délais, donc les délais limites. Donc je pense que nous les avons assez sensibilisés et après cette formalisation, évidemment, il sera temps de fermer la campagne de formalisation. Actualité internationale. Sur l'international kenyan, le vice-président Rigathi Gachagua a été destitué hier jeudi à l'issue d'une procédure inédite, point culminant de plusieurs mois de conflit entre le président et son adjoint. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Le vice-président kenyan Rigathi Gachagua a été destitué hier à l'issue d'une procédure inédite prévue par la Constitution de 2010. Le président kenyan William Ruto doit nommer un nouveau vice-président suite à cette destitution. Parmi les candidats potentiels, Abraham Kithure Kindiki, 50 ans, émerge comme un choix notable, notamment pour son rôle de défenseur de William Ruto à la CPI lors des poursuites liées aux violences post-électorales de 2007-2008. Actuellement ministre de l'Intérieur, Kindiki a été critiqué pour sa défense des forces de l'ordre durant les manifestations antigouvernementales qui ont entraîné la mort d'au moins 60 personnes. Il a également dû clarifier l'origine de sa fortune de 5,4 millions de dollars qu'il attribue à son cabinet d'avocats et à d'autres petites entreprises. Actualité internationale. Les forces armées soudanaises et leurs adversaires des forces de soutien rapide utilisent des tactiques pour affamer 25 millions de civils au Soudan. C'est ce qu'ont indiqué hier des experts de l'ONU dans un communiqué. En Centrafrique, le fleuve Ubongi a atteint un niveau critique, suscitant des craintes d'inondations dévastatrices d'après un bulletin gouvernemental. La saison des pluies risque plutôt d'aggraver la situation avec des débordements possibles du fleuve qui menacent les habitations et installations environnementales. Les autorités conseillent aux riverains d'évacuer pour leur sécurité et incitent les organisations locales et humanitaires à prendre des mesures préventives. Actualité
internationale. Le gouvernement ivoirien a décidé de dissoudre toutes les associations syndicales estudiantines suite à l'assassinat de 2 hommes par des individus liés à un puissant syndicat étudiant. Cette décision a été prise lors d'une réunion du Conseil national de sécurité présidée par Alassane Ouattara. La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, la FETI, est particulièrement visée, accusée de semer la terreur sur les campus d'Abidjan. 17 étudiants, dont le leader de la FECI, Sie Kombo, ont été interpellés dans le cadre de l'enquête. La FECI est également critiquée pour ses pratiques de location illégale de chambres universitaires. Actualité internationale. En Somalie, au moins 7 personnes, dont des civils, ont été tuées hier dans l'attaque suicide d'un homme qui s'est fait exploser près d'une école de police à Mogadiscio, selon la police et les témoins. Actualité internationale. Israël salue la mort du chef du Hamas, Yahya Sinwar. Dans une déclaration hier, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a qualifié ce décès d'étape importante, mais a averti qu'elle ne signifiait pas la fin de la guerre dans la bande de Gaza. Le Hamas n'a pas encore confirmé la mort de son chef. Actualité internationale. Et sport. 12h30 bientôt au stade Diamniadio d'Abdoulaye Wade, une page sportive que nous ouvrons avec le président du CIO, Thomas Bach, en visite au Sénégal pour voir l'état d'avancement des travaux. À la sortie de cette visite, le président du CIO s'est dit très satisfait de l'état d'avancement des travaux. Nous l'écoutons. Dans notre visite ici à Dakar au Sénégal et en effet en Afrique, je suis ici pour 2 raisons. La première raison, c'est d'observer le progrès des préparations pour les Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar 2026. Et je peux vous confirmer que nous avons, après avoir reçu des informations, des rapports, et après avoir effectué des visites sur quelques sites de construction, que nous avons tous pleine confiance dans la grande réussite de ces Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar, mais pour toute l'Afrique et avec toute l'Afrique. Et ça, c'est en effet la deuxième raison pourquoi je suis ici, pour souligner l'appui et le support unifié et total de toute l'Afrique pour ces Jeux. Et là, vous me voyez entouré par mes collègues et amis, membres du CIO en Afrique, des pays que je ne peux pas visiter pendant mon tour d'Afrique. Je suis en train de commencer ici au Sénégal. Nous sommes tous ici pour montrer au Sénégal et à la jeunesse de l'Afrique ce support unifié. Après cette visite, le président du CIO, Thomas Bach, a été reçu par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Football, la 8e journée Ligue 1 à 18h45 ce soir. Monaco joue Lille. En Espagne, on joue la 10e journée de la Liga. Alaves reçoit Valladolid à 19h. 7e journée Bundesliga en Allemagne. Borussia Dortmund reçoit Saint-Pauli. 7e journée Saudi Pro. Al-Ahly joue Al-Fayar à 15h. Al-Shabab joue Al-Nasr de Sadio Mané à 18h. Et Khalij joue Al-Ahly plutôt à 14h45. Ligue des champions féminines, Galatasaray de Absatou Malade Diallo a été laminé par la Roma 6-1. Abdallah Simon, élu joueur du mois à Brest. Iliman Ndiaye, deuxième meilleur dribbleur des grands championnats européens. 12h32, tout de suite la revue de quotidien. La revue de presse. L'Obs place le soleil sur le quotidien Walf le matin.
La presse du jour lue et parcourue en 3 minutes 29 par Gondejaï. Bonjour et bienvenue dans cette revue des quotidiens. Débordement du fleuve Sénégal, chaos dans le nord du pays, villages et périmètres agricoles submergés, 3 enfants décédés et une dizaine de blessés, informe le quotidien L'Observateur. Le Dandemayo, plus touché par le phénomène lié au débordement du fleuve Sénégal, où plus de 200 000 âmes sont désemparées, d'après le quotidien La Veille. Le Sénégal se noie dans sa fleuve. Conséquence des inondations, l'État du Sénégal patauge dans le désastre, note le quotidien. Le quotidien, à lire dans le journal, l'alerte précoce de l'OMVS restée sans effet. La SAED estime à 90% des terres irriguées perdues à Bakel et 500 hectares à Podor. Un enfant de 7 ans noyé à Kidira. L'organisation des élections dans la vallée remise en question par le même journal. L'Indépendant, qui fait immersion au cœur de cette tragédie, nous dit que l'armée et les sapeurs-pompiers sont mobilisés pour venir en aide les sinistrés. Au sujet toujours de la montée des eaux du fleuve Sénégal, Diomaye attendu en Messie, mentionne Dakar Presse, en déplacement ce vendredi dans la zone sinistrée. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, attendu dans le nord par un chapelet de doléances qui date de plusieurs années. Et puis dans un tout autre registre, audit des finances publiques, le Sénégal à la merci du FMI, lit-on dans le quotidien. La sortie du FMI sur les chiffres maquillés, une aubaine pour le fonds, les conséquences de la déclaration du PEM à la politique d'austérité que le FMI impose à l'État du Sénégal, lui empêche toute politique d'investissement sur des infrastructures structurantes. Relative à la question, rapport avec le FMI et la Banque mondiale, Frappe France dégage, invite l'État du Sénégal à rompre avec le dictat, relaye la dépêche. Santé, dans cette revue des quotidiens, And Guessem rejette la main tendue de Sonko, rapporte le quotidien Le Peuple. Pour Mbalo Djatcham, c'est au gouvernement de trouver des moyens d'appliquer sa politique tout en exigeant le respect des accords déjà signés avec l'État. Nous nous interrogeons sur ces déclarations. Les travailleurs devront consentir des sacrifices pendant que le gouvernement continue de jouir pleinement de leurs privilèges. Nous poursuivons cette revue des quotidiens en parlant de la politique. Réponse aux hostilités de Sonko, Amadouba charge le régime. Le gouvernement ne peut pas passer son temps à pleurnicher. En pré-campagne aux parcelles assainies de Dakar, le leader de Nouvelle Responsabilité dit, je cite, parlez à vos enfants, vos époux pour aller dans les marchés et mosquées et dites-leur la vérité et qu'ils prennent leurs décisions en conséquence. Amadouba, dans le quotidien Les Échos, fait la leçon à Ousmane Sonko. La prérogative d'un gouvernement n'est pas de pleurnicher mais de rassurer et de trouver des solutions. Absent des listes des législatives, Moustapha Agnès, Idrissa Seck, Aminata Mbengue Ndiaye, Khalifa Sall, Gakou, le crépuscule des Mohicans, commente Témoin quotidien. Industrialisation, commerce et PMO, le Sénégal cherche sa voie. États généraux de l'industrie et du commerce. Plus de 200 entreprises ont fait faillite, précise le mandat. D'où Serigne Gueye Diop, le ministre de tutelle, annonce une concertation nationale pour redéfinir l'économie sénégalaise. Terminons en sport. Lutte avec frappe. Supposée nomination de Malingom à la tête du CNG. Le ministère des Sports dément l'information à la une du quotidien Le Dakarois Sport. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture. C'est la fin de cette édition. Merci à Silhaj Libas Mbaye qui en a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Elhaj Ibrahima Gaïté. Devant ce micro, Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 24 minutes. Ce sera Wolof avec Maria Maba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ces 12 heures. Les populations de Mbadakhoune sont confrontées à un problème d'approvisionnement en eau. La commune n'est plus ravitaillée correctement en eau potable. Les routes impraticables. Devant cette situation alarmante, priorité est donnée aux besoins les plus urgents. Après Bakel et Matam, le Sénégal, la région de Saint-Louis vit à son tour les affres de la crue exceptionnelle du fleuve Sénégal. La situation est devenue intenable à Djilakhar. Escroquerie des personnes en leur faisant croire qu'elles ont gagné suite à un jeu pour ensuite leur soutirer des sommes d'argent. Une pratique aujourd'hui délaissée par les arnaqueurs, une nouvelle méthode expérimentée. En seconde partie, vous avez suivi l'actualité internationale, la page sportive et la revue du quotidien. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellente écoute en compagnie des programmes de la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.